Good evening from New York. I'm Chris Hayes. Well, today was the day, as you may know, December 19th, that, of course, the deadline mandated by law for Donald Trump's Department of Justice to release the Epstein files. All of them, basically unredacted. And we got a release with an enormous asterisk, which is that they are very clearly violating that law. Which is not surprising. It is a law that they fought at every single opportunity, from shutting the entire House of Representatives down for months to not swearing in a duly elected member so she couldn't sign the discharge petition, to at the last minute browbeating their own allies like Congresswoman Lauren Boebert, who was brought into the Situation Room. Certaines initiatives institutionnelles prennent toute leur importance, non pas pour ce qu'elles révèlent immédiatement, mais pour ce qu'elles dévoilent sur les mécanismes qui décident de ce qui sera révélé ou non. Le 29 décembre 2025, la publication d'une note officielle signée par l'ancien président Bill Clinton a changé le cours du débat public et institutionnel sur les archives liées à Jeffrey Epstein. La note, envoyée par l'intermédiaire de son porte-parole, demandait directement au ministère de la Justice, sous la direction de Donald Trump, de divulguer dans son intégralité, sans omission ni modification, tout document dans lequel le nom de Clinton était cité, mentionné ou illustré. La demande faisait explicitement référence à la législation en vigueur, l'Epstein Transparency Act, adopté quelques mois auparavant avec le soutien des deux parties, qui impose au gouvernement fédéral l'obligation de publier les documents liés à l'affaire. Mais l'initiative de Clinton ne s'est pas produite dans le vide. Elle faisait suite à une divulgation partielle des archives par le ministère, marquée par de nombreuses zones caviardées et la publication d'images de Clinton sans contexte clair, suggérant une proximité ou une complicité avec des situations non encore précisées. La réponse publique de l'ancien président contestait non seulement ce traitement, mais imposait également une nouvelle attente en matière de conduite aux agents impliqués. L'impact de l'épisode ne s'est pas limité à ce qui s'est passé dans la salle à ce moment-là. La note, en déclarant que « nous n'avons besoin d'aucune protection », n'avait pas pour but d'innocenter, de justifier ou d'anticiper une défense. Son effet a été différent. Elle a provoqué un renversement de la charge politique. En se positionnant comme un acteur actif dans l'exigence d'une transparence totale, Clinton a déplacé la pression institutionnelle vers le ministère de la Justice lui-même, qui jusqu'alors appliquait des critères de divulgation considérés comme sélectifs par la presse et les parlementaires de l'opposition. La mention du nom de la procureure générale Pam Bondi, alliée de Trump, a été faite de manière nominative, créant ainsi une chaîne de commandement explicite entre le président, la direction du ministère et l'obligation de respecter la loi. Et bien que la législation mentionne des mécanismes de sauvegarde pour éviter les dommages collatéraux dans les procédures en cours ou pour protéger les victimes, il n'y a pas de disposition prévoyant un traitement différencié entre les personnes citées, ce qui fait du choix de celles qui apparaissent et de celles qui sont censurées une question d'intérêt public immédiat. La réponse du gouvernement n'a toutefois pas suivi les voies conventionnelles. La procureure générale a répondu par le biais d'une publication sur les réseaux sociaux, remerciant le président Trump pour ses conseils et annonçant que le procureur Jay Clayton, personnalité importante de l'appareil fédéral, serait chargé de diriger les prochaines étapes de l'enquête. L'absence d'un communiqué institutionnel plus formel, le choix du canal et le ton de la réponse ont suscité des réactions dans les milieux juridiques et législatifs, notamment parce qu'ils touchent à une question centrale du système de frein et contrepoids, l'autonomie fonctionnelle du ministère de la Justice par rapport au chef de l'exécutif. Dans la pratique, la réponse de Bondi, formulée comme une reconnaissance publique d'un ordre présidentiel, a relancé le débat sur le degré d'indépendance du ministère public dans les affaires qui touchent directement les intérêts politiques du gouvernement lui-même. Ce nouveau rapport de force s'est consolidé dans les heures qui ont suivi. Alors qu'une partie de la base républicaine cherchait à renforcer le discours selon lequel les archives impliquaient des adversaires politiques, des personnalités liées à l'opposition ont commencé à articuler des initiatives formelles pour convoquer des membres du ministère de la Justice afin qu'ils fournissent des éclaircissements.
L'argument ne portait plus uniquement sur le contenu des archives, mais sur les critères adoptés pour leur divulgation. Pourquoi certains noms avaient-ils été dissimulés tandis que d'autres avaient été exposés? Quel était le fondement technique du choix des images divulguées? Et surtout, qui prenait ces décisions? La question ne portait désormais plus sur les personnes impliquées dans le passé, dans l'affaire Epstein, mais sur l'utilisation institutionnelle du matériel dans le présent. Pour ceux qui suivent cette chaîne, il est essentiel de comprendre comment les institutions agissent dans ces moments de friction, afin de saisir ce qui est réellement en jeu. Nous continuerons à suivre attentivement les développements à venir et à fournir un contexte continu sur les forces qui façonnent ces processus en temps réel. C'est dans ce contexte que l'action du ministère de la Justice commence à être analysée plus en profondeur, non seulement en ce qui concerne le contenu révélé, mais surtout en ce qui concerne la méthode et les critères qui définissent ce qui est rendu public. À partir de la divulgation partielle des documents, des indices d'un schéma récurrent sont apparus. Les dossiers associés à des personnalités politiquement éloignées de l'administration actuelle comportaient moins de rédaction et davantage d'images, tandis que ceux liés aux proches alliés de Trump restaient largement cachés. Cette différence de traitement n'est pas passée inaperçue aux yeux des membres du comité de surveillance de la Chambre, qui surveillaient déjà l'application de la nouvelle législation sur la transparence adoptée quelques mois auparavant. Le texte même de la loi Epstein sur la transparence stipule que, sauf ordonnance judiciaire spécifique, tous les dossiers liés aux enquêtes fédérales doivent être divulgués dans leur intégralité, y compris les images, les notes d'entretien, les transcriptions d'audience et tout document impliquant des personnalités publiques, à condition qu'ils ne contiennent pas de données sur des victimes protégées. À partir de là, l'analyse se concentre sur les mécanismes internes du ministère de la Justice. C'est le service chargé de la conformité juridique des publications, connu sous le nom d'Office of Information Policy, qui détermine généralement quels documents peuvent ou non être divulgués en vertu de la loi sur la liberté d'information. Cependant, selon des sources entendues par des médias spécialisés, ce processus a été accéléré de manière atypique après des publications du président sur les réseaux sociaux. La nomination directe d'un procureur spécifique pour mener à bien la divulgation des dossiers, faite publiquement par la procureure générale, et la mention explicite d'enquêtes visant des adversaires politiques ont déclenché des alertes auprès des entités qui surveillent l'intégrité institutionnelle de la justice fédérale. Parmi les points soulignés figure l'absence de critères objectifs publiés concernant la sélection des archives divulguées, ce qui va à l'encontre des pratiques adoptées lors de divulgations précédentes ayant eu un grand retentissement, comme dans le cas des dossiers du FBI sur des personnalités historiques où les critères avaient été préalablement publiés et soumis à un examen externe. Cette convergence aide à comprendre pourquoi les parlementaires démocrates ont commencé à défendre l'idée que l'analyse des documents ne soit plus menée exclusivement par le ministère de la Justice, mais fasse l'objet d'un audit indépendant ou, au moins, d'une supervision par des commissions législatives dotées de prérogatives constitutionnelles en matière de contrôle. La proposition a été initialement formulée par un groupe de sénateurs qui affirme que, compte tenu de la politisation explicite du contenu, la confiance du public dans les archives divulguées dépend d'un processus de vérification transparent. Au-delà du contenu de chaque image, nom ou témoignage, c'est le principe d'égalité dans l'application de la législation sur la transparence qui est en jeu. L'utilisation sélective des archives pour suggérer des récits sur des adversaires, sans la même rigueur ou la même exposition pour les alliés, est considérée comme une menace pour la crédibilité du système, en particulier lorsqu'il s'agit d'enquêtes ayant des implications transversales dans les pouvoirs judiciaires, législatifs et exécutifs. Cette perception s'est renforcée après la diffusion d'images impliquant des personnalités telles que Michael Jackson, Diana Ross et ses enfants, utilisées pour insinuer des liens présumés avec Epstein, alors que les archives indiquent qu'il s'agissait de photos publiques prises lors d'événements largement documentés au cours des années précédentes, sans aucun lien direct avec les accusations en cours. Ces épisodes montrent comment,
Même sans affirmation directe, le simple fait de sélectionner ce qu'il faut montrer ou cacher peut redessiner la perception publique de l'affaire. Selon les experts en droit de l'information, cette pratique n'est pas interdite par la loi, mais elle peut être contestée judiciairement s'il existe des indices de manipulation délibérée du contexte ou d'orientation politique. Dans le même temps, la Constitution garantit au pouvoir législatif le pouvoir de convoquer des membres du pouvoir exécutif pour qu'ils rendent des comptes, ce qui a déjà commencé à être articulé par le biais de demandes formelles d'audience avec le procureur général et le responsable direct de la divulgation des archives. La question a également mobilisé des organisations qui œuvrent pour la protection des droits des victimes de traite et d'abus, notamment en raison de la crainte que la divulgation indue de noms et d'images puisse entraîner une revictimisation. Cependant, à ce jour, rien n'indique que les passages les plus sensibles aient été divulgués. Le débat porte donc moins sur la violation de la vie privée que sur l'absence de justification claire pour les choix éditoriaux adoptés par le département. La publication d'images spécifiques, telles que celle de l'ancien président Clinton, dans des environnements sans rapport avec les lieux faisant l'objet de l'enquête, sans légende informative ni contexte documentaire, a été interprétée par les experts comme une indication que la divulgation a suivi des critères plus politiques que techniques. Cette évaluation renforce l'impression que la gestion du contenu est devenue partie intégrante d'un conflit institutionnel plus large qui concerne non seulement le passé des personnes impliquées, mais aussi le contrôle du discours public. Parmi les juristes consultés par des médias tels que Lawfare et Just Security, il existe un consensus sur le fait que la loi Epstein sur la transparence a été adoptée dans le but d'éviter ce type de contrôle sélectif. L'intention initiale de la loi était précisément d'empêcher les gouvernements en place d'utiliser des dossiers sensibles comme instruments politiques. Cependant, en l'absence d'un organisme indépendant chargé de contrôler son application, l'interprétation de ce qui doit ou non être divulgué reste entre les mains du procureur général. Cela crée un paradoxe. La même structure qui doit être contrôlée est également responsable de la divulgation. Et lorsque les décisions internes sont guidées par les directives publiques du président de la République, même si c'est par le biais des réseaux sociaux, le principe de séparation entre la politique et la justice entre dans une zone de tension. Au cours des dernières semaines, cette tension s'est accentuée avec la tentative des parlementaires de la base gouvernementale de renforcer l'attention portée aux documents mentionnant Clinton, tandis que des personnalités telles que Reid Hoffman et Larry Summers ont commencé à publier des communiqués exigeant la divulgation complète de tous les documents dans lesquels ils apparaissent. L'argument central de ces manifestations est que la transparence totale est le seul moyen d'éviter que l'affaire ne soit manipulée en fonction d'intérêts politiques ponctuels. À partir du moment où les adversaires du président commencent à réclamer ouvertement la divulgation de tout ce qui les concerne, le refus ou le retard du ministère de la Justice n'est plus considéré comme une mesure de prudence, mais comme une stratégie. Et ce changement de perception modifie profondément l'équilibre des forces au sein des institutions, remettant en question la légitimité même du processus de divulgation. Ce type de déplacement sur l'axe institutionnel nécessite un suivi continu, d'autant plus que les développements impliquent de multiples acteurs, des décisions juridiques complexes et des articulations politiques simultanées. L'analyse de ces événements va au-delà de leur impact immédiat. Elle permet de comprendre comment le système réagit lorsqu'il est confronté à des dilemmes qui testent ses propres limites. C'est pourquoi ce canal se consacre à suivre de près ces mouvements, en se concentrant sur les processus et non seulement sur les noms, tout en s'engageant à contextualiser chaque étape sur la base de faits vérifiables. À mesure que l'intérêt public s'intensifie et que l'attention collective se porte tant sur le contenu des archives que sur les critères adoptés pour leur divulgation, le débat se réorganise autour des interprétations juridiques et politiques qui émergent de cette impasse prolongée. Comme l'indiquent les registres disponibles et les lectures techniques déjà formulées, la loi sur la transparence Epstein ne prévoit pas de sanctions automatiques pour les situations dans lesquelles la divulgation des documents est partielle, fragmentée ou sélective.
Néanmoins, le texte de loi offre des instruments permettant au Congrès d'agir, notamment par le biais de commissions de contrôle, et permet aux victimes ou aux personnes mentionnées de saisir la justice pour non-respect d'une obligation légale. Le point central de la controverse réside dans l'étendue de la marge d'interprétation accordée au ministère de la Justice, notamment en ce qui concerne la préservation des noms associés à des enquêtes classées ou à des procédures qui n'ont pas donné lieu à des accusations formelles. Une partie des juristes soutient que la législation a été structurée avec des zones d'interprétation ouvertes, dont l'application concrète dépend encore d'une consolidation judiciaire. D'autres défendent que, compte tenu du caractère exceptionnel de l'affaire et de la pression sociale en faveur de la transparence, le maintien systématique de passages cachés peut représenter un affront à l'esprit de la norme, même lorsqu'il est étayé par des justifications techniques. C'est précisément dans cet espace d'incertitude que les dilemmes institutionnels deviennent plus visibles. En reconnaissant publiquement les orientations du président pour diriger les enquêtes impliquant certaines personnalités, la procureure générale s'est retrouvée au centre d'une controverse qui, en principe, aurait dû être menée avec autonomie fonctionnelle et neutralité institutionnelle. Les analystes observent que cette intersection entre les sphères, avec l'exécutif influençant directement l'application d'une loi approuvée par le législatif, réactive des tensions constitutionnelles qui restaient latentes. Bien que le ministère de la Justice fasse officiellement partie de la structure du pouvoir exécutif, sa fonction constitutionnelle est d'appliquer la loi de manière impartiale, même lorsque cela touche aux intérêts du président lui-même. Lorsque cette fonction est exercée sous l'orientation publique de nature politique, le système entre dans un champ d'instabilité interprétative. Certains observateurs voient dans ce mouvement un signe de concentration progressive du pouvoir décisionnel au sein du noyau présidentiel, tandis que d'autres soulignent l'existence de mécanismes institutionnels de contention qui fonctionnent encore au sein des structures formelles. Cette ambiguïté se manifeste également dans les déclarations d'acteurs politiques tels que le député James Comer, qui a alterné à différents moments entre affirmer que les documents ne compromettent pas Donald Trump et suggérer qu'il y aurait suffisamment d'éléments pour approfondir les enquêtes impliquant Bill Clinton. Le manque d'uniformité dans ces déclarations n'est pas passé inaperçu. Les parlementaires de l'opposition ont souligné que les documents liés à des personnalités du camp démocrate ont été diffusés plus largement, tandis que les documents associés aux membres du gouvernement sont restés largement censurés, ce qui soulève des questions sur la symétrie du traitement adopté. Le débat s'est ainsi déplacé de l'existence objective de liens avec Jeffrey Epstein vers la manière dont le système gère la perception publique de ces liens. L'idée que la transparence peut être modulée en fonction des convenances politiques crée des précédents délicats dans lesquels l'accès à des informations sensibles dépend non seulement de la législation en vigueur, mais aussi de la disposition circonstancielle de ceux qui contrôlent les instruments de l'État. Au Congrès, aucun consensus ne s'est encore dégagé sur les prochaines étapes. Certains parlementaires estiment que la convocation des autorités du ministère de la Justice à des audiences publiques suffirait à restaurer la crédibilité du processus. D'autres préconisent des initiatives législatives supplémentaires, notamment des révisions de la loi sur la transparence elle-même, afin de limiter l'utilisation excessive des rédactions et de renforcer les mécanismes de contrôle externe. Parallèlement, des organisations de la société civile et des représentants des victimes ont saisi la justice demandant des ordonnances spécifiques ordonnant la divulgation intégrale des archives, au nom de l'intérêt public et du principe de réparation. Ces initiatives se heurtent toutefois à des obstacles juridiques et institutionnels importants, notamment en raison de la taille des archives et de la nécessité de protéger les victimes identifiables. Pendant que ces litiges se développent, les personnes mentionnées directement ou indirectement dans les documents continuent de prendre position publiquement.
L'homme d'affaires Reid Hoffman, par exemple, a publié une déclaration affirmant que sa seule interaction avec Jeffrey Epstein avait eu lieu lors d'un événement lié au Massachusetts Institute of Technology et a plaidé en faveur de la divulgation intégrale de toute référence à son nom dans les archives. Il a qualifié l'utilisation sélective des documents de risque institutionnel importants et a fait valoir que seule une transparence totale et équitable pouvait protéger les victimes et préserver l'intégrité du système. De telles prises de position, émanant de personnes potentiellement touchées par la divulgation, affaiblissent l'argument selon lequel la rétention d'informations servirait à protéger des innocents et renforce l'idée que le contrôle sélectif répond à des objectifs immédiats de gestion du discours public. Dans ce contexte, Bill Clinton a commencé à être traité par une partie de la presse moins comme une cible directe de l'enquête que comme un élément d'un conflit institutionnel plus large. Sa décision d'exiger publiquement la divulgation complète de tout document le mentionnant a exercé une pression indirecte sur les organismes responsables. En adoptant cette position, Clinton a déplacé l'axe du discours vers ceux qui choisissent de garder des informations fragmentées ou cachées. L'impact de ce geste ne réside pas tant dans le contenu qui pourrait être révélé, mais dans le contraste qu'il établit par rapport au comportement d'autres acteurs politiques, renforçant les questions sur le maintien des rédactions et des omissions même lorsque les personnalités citées défendent la divulgation intégrale. Ce qui se profile donc n'est pas seulement un conflit entre des personnalités individuelles, mais une dispute plus profonde autour du contrôle de la mémoire institutionnelle. En éditant des documents publics sur la base de critères peu transparents, le gouvernement met en péril la confiance dans l'administration publique en tant que gardienne des archives historiques. Ce risque s'intensifie lorsque les archives concernent une affaire ayant des implications criminelles, sociales et politiques de grande envergure, comme celle de Jeffrey Epstein. Le contenu des documents, qu'il s'agisse de communication, d'enregistrement ou d'images, acquiert de l'importance, non pas de manière isolée, mais par la façon dont il est intégré dans le débat public. Lorsque cette intégration se fait de manière asymétrique, elle cesse d'être une question technique et devient une controverse institutionnelle. Dans ce contexte, l'issue reste incertaine. Les décisions relatives à la divulgation des prochains ensembles de dossiers auront un impact qui va au-delà des personnes mentionnées, touchant la perception même de la légitimité du système judiciaire. Si la norme actuelle persiste, caractérisée par des divulgations partielles, des interventions informelles et l'absence de critères techniques clairement explicités, le Congrès trouvera des motifs supplémentaires pour agir de manière plus assertive. D'autre part, un changement de comportement institutionnel, avec plus de transparence, de contrôle et de responsabilité, pourrait transformer cet épisode en un jalon pour les pratiques futures en matière de divulgation. Jusqu'à ce que cela se produise, le scénario reste controversé, les décisions étant prises sous de multiples pressions et les institutions étant observées en temps réel. Dans cet espace éditorial, nous continuons à suivre de près les développements de cet épisode et d'autres qui testent les limites et la résilience du système démocratique des États-Unis d'Amérique. À chaque nouvelle décision, ce qui est en jeu n'est pas seulement un récit spécifique, mais le fonctionnement des rouages institutionnels dans leur ensemble. C'est sur ce suivi continu, critique et fondé que nous concentrons notre engagement éditorial,